Alors salut tout le monde et bienvenue encore une fois dans la dixième cours dans la formation architecte digital d'entreprise. Le sujet d'aujourd'hui, il est très important, c'est sur la cybersécurité. Alors, le plan que je vous propose, c'est divisé en deux grandes catégories. Premièrement, l'infrastructure à clé publique, les différents certificats, algo et stratégies qu'on utilise. Et deuxièmement, le métier, c'est sur sécurité de l'informatique et la gestion des risques. Par exemple, les stratégies qu'on utilise, la gouvernance, euh, les menaces qu'on doit traiter, comment on fait la gestion des risques, des systèmes d'information, et etc. Alors, je commence avec une petite définition de l'infrastructure à clé publique. En effet, c'est un ensemble de services et de technologies qui permet de sécuriser les échanges sur, par exemple, l'Internet ou l'Ethernet, etc. Il nous permet de chiffrer les données, soit personnelles ou autres, identifier les utilisateurs et aussi signer des docs numériques. Alors généralement, on a deux grandes catégories dans le chiffrement, dans la cryptographie. C'est le symétrique et asymétrique qu'on va voir en détail dans les prochains slides. Alors, la key ou la Public Key Infrastructure utilise généralement la cryptographie asymétrique, un principe où on utilise deux chiffres différents, public et privé. Alors c'est quoi une clé privée? C'est tout simplement une clé que le propriétaire doit savoir et il doit la protéger. Et clé publique, c'est l'inverse, c'est une clé qu'on peut partager avec les autres utilisateurs qui peut s'utiliser pour chiffrer le message et l'envoyer. Alors, par exemple, si on veut envoyer un message sécurisé à quelqu'un, on peut utiliser la clé publique pour le chiffrer et lui, il va utiliser la clé privée pour déchiffrer le message. Et il est le seul, bien sûr, qui peut déchiffrer ce qu'on a envoyé. Alors, quelles sont les grandes catégories ou composants de la key? Alors, on a Certificate Authority qui émet les certifs. Registration Authority, ou RA, c'est la partie qui vérifie l'identité. Directory ou Repository pour stocker les certifs. Et bien sûr, après, on a l'application Key où on utilise la certif. Pour les services de sécurité piqués, généralement, on a quatre grands éléments. La confidentialité pour chiffrement asymétrique. Bien sûr, seul le destinateur peut déchiffrer avec ou grâce à la clé privée. On a l'authenticité, c'est-à-dire identifier, vérifier via des certifs, signature numérique. L'intégrité, par exemple, hachage, place signature. Détecter alteration, garantie de données non modifiées, etc. Et aussi, on a non-repudiation, preuve d'origine, impossible de nier, engagement légal. Et l'ensemble, c'est bien sûr une confiance numérique et une sécurité d'échange. Alors, comme principes fondamentaux, on va traiter le point des clés, comme ce qu'on a présenté avant. On a deux catégories, clés privées qui est caractérisée par le fait d'être confidentiel, géré, stocké d'une manière sûre chez le propriétaire, et clé publique qui est bien sûr destinée à tout le monde et qui peut être publiée largement. On a deux grands types de chiffrement, symétrique et asymétrique. En le chiffrement symétrique, on utilise une seule clé partagée pour chiffrer et déchiffrer. Bien sûr,
utilisé par le récepteur et l'émetteur. Et le chiffrement asymétrique, c'est une paire de clés publiques et privées d'une manière, bien sûr, qu'on peut utiliser pour chiffrer. Bah, je parle de clés publiques pour chiffrer, clés privées pour déchiffrer le message ou l'information. Et comment, pour le chiffrement symétrique, comment on peut partager d'une manière sécurisée la clé? Alors, il y a une technique qui s'appelle Diffie-Hellman pour bien sûr changer la clé privée entre l'émetteur et le récepteur. Et bien sûr, c'est un protocole d'échange, c'est pas un algorithme de chiffrement. Alors, comment l'algorithme fonctionne? On a par exemple l'émetteur et le récepteur qui vont en fait établir un lien de connexion ou un canal. Et pour faire ça, ils ont besoin d'avoir une clé privée qui est pareille, bien sûr, qu'on va utiliser d'une manière, bien sûr, symétrique, c'est-à-dire pour chiffrer et déchiffrer. Alors, la technique de Diffie-Hellman pour partager cette clé, c'est quoi? Alors, premièrement, l'émetteur va envoyer euh, trois informations. Il va choisir un nombre aléatoire A, un nombre aléatoire B et un troisième nombre aléatoire CE, c'est-à-dire clé émetteur, qui il doit surtout pas envoyer à personne, il doit la garder pour lui-même. Et on va calculer un quatrième chiffre, qui est le grand A, qui est égal à A à la puissance CE, modulo B, qui est égal, dans ce cas, par exemple, 4, parce qu'on a pris A égale à 8 et B égale à 5. On doit envoyer ces trois informations, A, B et grand A, et le récepteur, bien sûr, il reçoit le A, B et le grand A, et il doit choisir une clé CR qui est égale à 9. Et cette clé, bien sûr, elle est privée, il doit la garder pour lui-même. Il va faire quoi? Il va calculer B qui est égal à A, même chiffre, c'est-à-dire 8, à la puissance sa clé privée, CR, mode B qui est égal à 3 dans ce cas. Il doit envoyer à l'émetteur, et là, l'émetteur a le chiffre B. Et grâce à une petite calcul mathématique, la clé échangée entre l'émetteur et le récepteur, c'est pour l'émetteur, c'est B à la puissance CE mode A, qui est égal à 4. Et pour le récepteur, c'est A à la puissance CR mode A, qui est égal à 4. Et c'est même chiffre. Si vous faites le calcul, vous trouvez toujours même chiffre. Et bien sûr, même si vous changez les valeurs de A, B et de grand A, on va bien sûr avoir des, euh, des chiffres différents, mais qui seront toujours pareils pour l'émetteur et le récepteur. Donc là, bien sûr, pour le chiffrement asymétrique ou l'échange entre l'émetteur et le récepteur, on va utiliser la clé A, la clé 4 comme clé privée partagée. Alors, si vous avez bien compris, vous voyez bien que cette technique, mathématiquement impossible de trouver la valeur de CE et CR, sauf si on le partage, mais informatiquement ou techniquement, on peut, parce que là, la taille de la clé, il est de taille 1, donc on peut faire un petit programme pour faire une boucle for et tester les clés possibles entre 1 et 9. Et bien sûr, ça marche parce que la taille, quand on fait ici, c'est 1. Donc, pour résoudre ce problème de brute force, ce qu'on fait tout simplement, c'est d'utiliser
10 clés qui ont des tailles qui sont très grandes. Par exemple, dans le chiffrement asymétrique, on utilise des clés à taille 128 bits sécurisées, euh, ou même des tailles pour, par exemple, l'algorithme AES, qui ont des tailles à 256 bits. Et pour le chiffrement asymétrique, qui est plus sûr et plus sécurisé, mais bien sûr plus long, on a même des tailles qui peuvent arriver à 4096, qui est bien sûr très sécurisé, très difficile à casser avec des algos de brute force. Et brute force, bien sûr, c'est-à-dire tout simplement un algo qui peut tester toutes les possibilités ou tous les cas possibles. Alors, on passe à la certificat numérique. On a par exemple le X 509 version 3, standardisé par ETU. C'est bien sûr une certif, comme définition, c'est un lien identité ou une clé publique. Il est caractérisé par le titulaire, nom d'organisme, clé d'algorithme, validité, signature, numéro de série, etc. Tous ces éléments. Et comme exemple, on a le X509 qui a comme champ obligatoire la version, soit version première, deuxième ou troisième, numéro de série, signature, validité, clé publique, l'émetteur, aussi l'algorithme de signature qu'on utilise, etc. Pour une formation supplémentaire, optionnelle, mais aussi critique, on a des cas d'usage comme signature numérique, chiffrement du clé, accord du clé, limite d'usage, certificat à poil d'assise, euh, par exemple pour notamment la conformité, CRA distribution pour la vérification de validité par exemple, etc. Alors on a plusieurs types de certificats. Premièrement, la certificat pour le device, pour les équipements, serveurs, machines. Pour les serveurs, par exemple HTTPS, TLS, DNS, etc. Pour les utilisateurs, pour l'authentification, signature, mail, utilisateur. Network pour les VPN, Virtual Personal Network, pour les tunnels ou des canaux pour les liaisons, encryption pour le chiffrement, données et confidentialité bien sûr, et après on a l'authentification pour la vérification d'identité d'accès. Bien sûr, les certifs ont un cycle de vie qui commence par la création, la signature, la distribution et la validation. Et on prend bien sûr l'activité par la création. Et avant l'expiration ou la révocation possible. Alors, révocation, tout simplement, c'est-à-dire la suppression des droits ou d'habilitation accordés à quelqu'un. Dans le cas premier, on a l'expiration, fin de période, validité, certificat expiré, tout simplement. Et révocation, c'est si on a des raisons possibles pour que les privés, compromis, changement d'affectation, renouvellement, etc. Pour les signatures numériques, on a ce processus de création qui commence par les documents, fichiers à signer, qui passe en algo pour faire du calcul de hash ou empreinte numérique. Après, on a chiffrement avec clé privée et bien sûr, on a une signature numérique. La révocation et la validation. Alors, quelles sont les méthodes de révocation? On a premièrement CRL ou Certificate Revocation List, liste publiée périodiquement, certificat révoqué plus date.
ou OCSP, Online Certificate States Protocol, qui sert à la vérification en temps réel et réponse immédiate. Le processus de validation est comme suit. On commence par la vérification de signature, vérifier la date, la chaîne et à la fin on utilise CRL ou CSP. Alors, quelles sont les menaces actuelles? Alors, généralement, on a des menaces qui ciblent l'être humain, parce que c'est bien sûr le point faible dans la chaîne de sécurité, généralement. On a trois grandes catégories. Premièrement, l'ingénierie sociale. C'est le fait de manipuler les gens pour avoir des informations et des accès malveillants, ou tromper les gens, tout simplement. Du phishing, c'est-à-dire de voler l'identité de quelqu'un ou les identifications de quelqu'un et d'essayer d'envoyer des emails, par exemple, malveillantes à cette identité. Ou si on a des attaques ciblées, spear phishing ou accessibles clés, etc. Même le pourcentage des attaques humaines est le plus élevé, on a aussi des attaques techniques, notamment le ransomware, c'est-à-dire le fait de chiffrer les données de quelqu'un et de demander l'argent pour déchiffrer ces données. Des malwares, tout simplement, des virus, backdoor aussi, des APTS, c'est-à-dire Advanced Persistent Threats, ou des menaces persistantes avancées. Ici, on parle des États ou des espions étatiques qui font des menaces qui sont persistantes sur un organisme ou un autre État. Alors, l'email, c'est vraiment un vecteur principal qu'utilisent les attaquants. C'est un canal privilégié. Et pourquoi? Parce que on a un accès direct, pas de réception, tous les organismes et tous les collaborateurs d'organismes ont un email. Euh, on fait toujours confiance à ça, c'est pour ça les attaquants l'utilisent. C'est efficace et on a une portée sur pas mal de choses. Et on a deux principaux types d'attaques par email. Premièrement, le phishing. Taux de succès, il est quand même très très élevé. On parle de 15 à 20% de taux de succès dans la cybersécurité, c'est énorme. Grâce à cause des liens malveillants envoyés par l'email, des faux pages de connexion, des SMS, etc. Et on a aussi des malwares, bah, des logiciels à installer, des fichiers ou des docs qui sont malveillants, ou c'est des pertes de données ou du chiffrement, etc. Alors, on a aussi des menaces qui sont sophistiquées. Là, on parle de botnets, des réseaux zombies, des machines infectées, des DOS coordonnées, des spams distributions, etc. Des zero-day exploits, des vulnérabilités non connues qu'un patch, et aussi des trojans, ou en anglais, trojans bancaires. C'est des applications qu'on utilise pour voler des données financières. Alors, Trojan, ça vient de le cheval de Troie, où tout simplement on essaie de mettre des logiciels malveillants dans un logiciel apparemment qu'on peut faire confiance, bien sûr pour voler l'identifiant de quelqu'un, pour frauder, euh, faire des fraudes financières, etc. Alors, comment on fait la gestion des risques des systèmes, de la sécurité des systèmes d'informatique? Alors, on a ce processus qui commence avec l'identification, c'est-à-dire identifier des listes d'actifs, menaces potentielles, des vulnérabilités. Deuxièmement, évaluer vraisemblance, gravité, impact, criticité. Traiter bien sûr l'information pour accepter, réduire, transférer et éviter.
Et après, on a surveillé, c'est-à-dire faire de monitoring, métriques Key Performance Indicator, audit régulière, évolution menace, etc. Et bien sûr, on reprend l'activité par identifier les problèmes et ainsi de suite. Euh, alors, scénario de risque composition, les compositions de scénarios de risque, on a trois normalement, généralement. Les menaces, c'est les événements qui pourraient causer un dommage. Les vulnérabilités, des faiblesses ou des problèmes dans notre système. Des actifs qu'on veut protéger, des ressources, ça peut être techniques, humains, etc. Généralement, c'est les données pour une banque. Et tout ça, ça fait un scénario de risque, bien sûr. Alors, comment on fait l'évaluation des risques? On a une petite formule pour, bien sûr, dire le niveau de criticité d'un risque qui est égal à vraisemblance fois gravité. Alors, vraisemblance, c'est tout simplement la probabilité que cet événement se produit. Et gravité, bien sûr, si l'impact, ça va être faible, moyen, élevé ou critique. Pour le traitement de ce risque identifié, on a trois étapes essentielles à suivre. La réduction, c'est-à-dire le fait de diminuer la portabilité ou l'impact. L'acceptation, tolérer le risque, accepter l'impact. Transfert, partager au port de risque. Et évitement, tout simplement, si c'est pas très critique ou s'il n'y a pas vraiment un impact significatif sur notre système. Pour la gouvernance des risques, on a aussi quatre éléments dans la direction. Premièrement, DSI, l'infrastructure du système d'opération, juridique, conformité, régulation et contrat, métier, processus, données, criticité, finance, budget, investissement ou la sécurité. Pour la responsabilité de sécurité des systèmes informatiques, on a premièrement CISO, stratégie de gouvernance, DPO, des données pour les données et RGPD, des managers pour bien sûr la gestion des équipes, la risque locaux, les admins pour le système de l'infrastructure, les auditeurs qui font des audits pour conformité, auditer le système de sécurité des systèmes informatiques, des devs, audit product owner pour la sécurité de code, etc. L'analyste pour identifier les menaces et les vulnérabilités, les incidents pour répondre aux crises, enquêtes, la sécurité physique, accès locaux, baisse continuité pour la disponibilité. Pour les menaces spécifiques, on a Business Email Compromise pour les emails PDG compromis, demande transfert, perte financière, les usurpation identité, des vols de données aussi, d'extraction info, des données sensibles, etc. Et on a des impacts multiples pour financier, perte directe, financière, perte directe d'argent, réputation, perte de confiance des utilisateurs, légale, violation de données, ou des règles ou des lois, etc. Pour les nouvelles mallettes, qu'on a vu des trojans bancaires pour vol de credentials, l'interception de transactions, injection de code, campagne massive, et on a aussi des runs somewhere pour le chiffrement rapide, double extorsion, fuite de données, etc. Pour les attaques multicouches ou kill chain cyber, c'est
processus ou une chaîne de processus qui rassemble tous les étapes pour amener une attaque. On commence pour cibler. Après, on a arme malware. Troisièmement, on a livré payload. Et quatrièmement, on a l'install et persist. Pour la stratégie de cybersécurité, on a euh, plusieurs éléments. Premièrement, piégeage de menaces, objectifs mitigés, contraintes budget pour les RH et aussi des contraintes réglementaires. Et la stratégie, c'est une vision cohérente, adaptée aux risques identifiés, bien sûr qu'on doit adapter. Alors, quels sont les six piliers de la cybersécurité, bien sûr, pour garantir une sécurité de nos systèmes d'information de l'entreprise? Premièrement, on a le roadmap. Alors, roadmap, c'est-à-dire faire des plannings, généralement de 3 ans pour le projet budgété. Deuxièmement, des politiques pour les règles, les standards, la procédure de contrôle. De risk management pour identifier, évaluer et traiter ou aussi surveiller la sécurité de nos systèmes. Awareness pour formation, simulation, sensibiliser les collaborateurs. Des SOC avancés pour détection, monitoring des incidents, etc. Poster, audit, benchmark, faire un test et continue. Pour les principes clés de la cybersécurité, on a quatre. Premièrement, zéro trust, jamais faire confiance à quelqu'un, ou jamais faire confiance, toujours vérifier. Less privileges, accès vraiment minimaliste nécessaire pour les, les tâches. Defense in depth, plusieurs couches de défense imbriquées, ou des, défendre en profondeur. Et quatrièmement, sécurité by design, intégrer, sécuriser dès la conception. Et bien sûr, sensibiliser les gens, c'est très important. Euh, voilà. Pour les ressources humaines et la cybersécurité, c'est aussi un point majeur que n'importe quel organisme doit prendre en considération parce qu'on a des conséquences qui sont vraiment majeures qu'on peut observer si on prend pas d'action. Surtout le fait de surcharge et stress sur des longues heures sur nos collaborateurs, des responsabilités élevées, ou même des arrêts maladie qui peut arriver à certains collaborateurs. Et les fonctions RH peut englober généralement le recrutement des profils, formation continue, la gestion des carrières, du bien-être d'équipe, les rétentions, talents, etc. Et l'intégration RH dans des cas de maturité, il y en a plusieurs. Donc, on a un plan d'action RH qui est clair, basé sur trois grands éléments ou étapes. Premièrement, valorisation compétences pour, par exemple, la reconnaissance interne, des mobilités pour les collaborateurs, les formations certifiantes, etc. Deuxièmement, mobilité interne, très important pour carrière progressive, évolution possible, monitoring, coaching, etc. Et troisièmement, alignement, salaire, action, benchmarking marché, augmentation ciblée, avantages complémentaires, transparence des grilles, etc. Et généralement, ce qu'il faut comprendre et prendre en considération, c'est très important, c'est le fait que un système d'informatique robuste et sécurisé, c'est tout simplement égal à
nos compétences ou les compétences de nos équipes. Parce que l'humain est vraiment le pilier fondamental de toute stratégie de cybersécurité et comme on a vu, la plupart des attaques sont visent les humains en général ou les collaborateurs de l'entreprise. Donc c'est très important de faire des formations régulières, euh, d'augmenter le niveau de maturité ou de connaissances ou de compétences de pas juste les équipes de la cybersécurité, mais les équipes qui travaillent sur les différents projets, par exemple les devs, les PO, n'importe quel collaborateur vraiment qui possède un email ou qui a des accès dans notre système. Donc voilà sur ce sujet de la cybersécurité qui est très important. Et voilà, à la prochaine, au prochain